Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Alors que 8 élèves sur 10 se retiennent pour aller aux toilettes à l'école, la défenseure des droits recommande de rénover les sanitaires à l'école. En quoi est-ce un enjeu crucial pour l'hygiène, pour l'intimité et même pour la réussite scolaire de nos élèves? On en parle dans un instant avec nos invités. À l'approche des fêtes de Noël, on vous donnera également des idées cadeaux dans le grand JT. Aujourd'hui, on vous présente les jouets inclusifs, Louise et Gabriel, des jouets adaptés aux besoins d'éveil de vos enfants. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard et son invité dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, c'est Aria Crescendo qui a répondu à cette question. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité éducation avec Agathe Delannoy. Bonjour Agathe. Bonjour Virginie. Alors on commence ce journal avec cette annonce de Pape Ndiaye. Il a évoqué une prime qui sera versée aux enseignants qui innovent. Et par innovation, il entend projet d'innovation pédagogique. Souvenez-vous, il en avait déjà parlé comme solution pour augmenter le salaire des profs. Entre 250 et 1500 euros pourraient être accordés. L'indemnité s'appliquerait dès janvier prochain. Colère du côté des syndicats qui voient une forme de mise en concurrence des enseignants qui servirait à diviser plus qu'à avancer sur le terrain de la revalorisation. Le texte devrait être à l'ordre du jour de la rencontre entre le ministère et les syndicats le 13 décembre prochain. À Aix-en-Provence, Emmanuel Macron plaide pour une liberté pédagogique au Conseil national de la refondation. Liberté pédagogique qui permettrait selon le président de donner plus d'efficacité à l'ensemble des acteurs à l'école. Il a notamment évoqué l'expérimentation qui a lieu en ce moment à Marseille dans 63 établissements. Emmanuel Macron souhaite généraliser à la France entière et s'adapter aux besoins de chaque territoire. Le chef de l'État attend une feuille de route pour le printemps prochain. La FCPE demande à ce que les écoles et les établissements scolaires soient prioritaires pour éviter justement les coupures de courant. Alors que le gouvernement a annoncé vendredi dernier que les écoles ne seraient pas épargnées par ces coupures d'électricité, Magali Hicher, la présidente nationale de la FCPE, a fait part de son mécontentement et de son inquiétude. Cantines, bus, internats, les conséquences seraient nombreuses et très handicapantes pour les élèves. La FCPE demande au gouvernement de se pencher sérieusement sur le dossier pour que l'école ne soit pas impactée et qu'elle ne sacrifie pas ses élèves et la communauté éducative. On termine à l'étranger, en Ukraine, où les collégiens apprennent à se protéger des explosions. L'ONG Handicap International intervient dans l'abri souterrain d'un collège à l'est de Kiev pour parler de sécurité pendant les frappes et des risques liés aux mines. Cachées dans des paquets de bonbons, des trousses de secours ou des paquets de cigarettes, les mines peuvent être partout. Alerte les intervenants, la prudence s'adresse à tous et particulièrement aux élèves qui seraient déjà déplacés. L'Ukraine est aujourd'hui le pays le plus pollué par des objets explosifs. Il faudra au moins 10 ou 15 ans pour tout déminer. Merci Agathe. Merci. Allez, c'est l'heure de notre question du jour. Justement, aujourd'hui, on s'intéresse à l'enjeu des toilettes à l'école, alors que 8 élèves sur 10 disent se retenir d'y aller. On en parle tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Catherine Jacquet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des Petits Citoyens. Vous proposez des outils pédagogiques de médiation et de sensibilisation à la citoyenneté active dès le plus jeune âge. Face à vous, je suis également ravie d'accueillir Edith Marie-Jules. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue et géographe. Vous travaillez depuis 15 ans sur les espaces scolaires. Vous êtes également la directrice du bureau d'études de l'atelier Recherche Observatoire Égalité. Merci à toutes les deux d'être avec nous sur ce plateau pour parler d'un élément dont on parle peu en général, qui sont les sanitaires à l'école. Quand on parle des enjeux de l'école, il y en a 1000 qui nous viennent à la tête évidemment, avant de parler des toilettes, et pourtant cela fait partie de nos besoins primaires. Aujourd'hui, 8 enfants sur 10 se retiennent d'aller aux toilettes à l'école. Comment est-ce encore possible, Catherine Jacquet ? C'est la réalité. En fait, on est vraiment sur une problématique éducative qu'il est temps de prendre en compte pour le bien-être de nos enfants qui vont à l'école tous les jours. C'est une réalité et c'est la raison pour laquelle nous, associations, on s'y attelle, parce que c'est un vrai sujet de santé sociale et il faut s'en occuper prioritairement. Oui, il y a plusieurs portes pour pouvoir lire cette problématique des sanitaires à l'école. Évidemment, il y a la problématique de la propreté, mais aussi effectivement la citoyenneté, de l'agression, de la violence. On va décliner justement toutes ces problématiques-là. Se
retenir d'aller aux toilettes, c'est déjà très compliqué, mais cela aussi peut faire mal au ventre et même conduire à des soucis de concentration en classe. Est-ce que les profs, selon vous, Edith Marie-Jules, ont conscience de cela ? Alors l'espace des toilettes, c'est un peu l'espace à tout le monde et à personne, hein. Donc je pense qu'ils en prennent conscience. Après, moi je travaille beaucoup sur la question de la cour de récréation, puisque c'est le moment où on va aux toilettes, en fait, hein, dans l'organisation scolaire. Les enseignants sont moins présents sur cet espace-là. C'est plus un espace de liberté, d'auto-organisation. On va aux toilettes, on a envie d'aller aux toilettes. Peut-être que voilà, la prise de conscience ne se fait pas immédiatement. En tout cas, il a fallu qu'on mène aussi ce programme pour pouvoir le mettre sur le devant de la table. Alors j'entends effectivement l'espace de récréation, puisque c'est le moment effectivement où les élèves sortent de la classe et donc prennent le temps d'y aller, mais se pose le problème premier, qui remonte à chaque fois, d'après ce que je comprends, qui est celui de la propreté. Les élèves disent tous qu'ils ne vont pas aux toilettes parce que c'est sale, en fait. Est-ce que cette question de la propreté et de l'odeur est récurrente systématiquement chez les enfants ? Catherine Jacquet. Tout à fait. On a fait une étude dernièrement avec Harris Interactive qui exprime aujourd'hui qu'un enfant sur deux estime que les toilettes sont sales et sentent mauvais. Donc c'est une de leurs peurs d'aller aux toilettes. Il y en a plusieurs, mais c'est effectivement un problème d'hygiène. Un problème d'hygiène qui est très grave, qui est retenu, évidemment, qui peine aussi les adultes, mais les enfants d'autant plus. Je pense qu'ils sont très sensibles à ça quand on est enfant. Ah, ça c'est sûr. Et puis on leur donne pas forcément les outils pour, parce que il y a pas de brosse pour nettoyer, il y a pas de papier très souvent pour s'essuyer, il y a rien pour se laver les mains. Donc c'est pour eux un cadre qui est assez compliqué, alors qu'on essaye à la maison en général de les éduquer autrement. Et oui. Edith Marie-Jules, est-ce que c'est un problème qui se pose dans tous les établissements en France, enfin je veux dire qui est généralisé, ou que l'on peut retrouver que dans des zones bien précises ? Non, c'est une question qui se pose dans tous les établissements scolaires. D'ailleurs, l'étude est nationale, hein, donc quel que soit le territoire, rural, urbain, dense, peu dense, enfin bref, on va retrouver... Alors peut-être qu'il y a des endroits où c'est moins prégnant, mais c'est dû à l'organisation du bâti scolaire, je pense qu'on en reparlera, la manière dont on organise les blocs sanitaires. Et sur des expérimentations ou des constructions neuves où on a travaillé cette question-là, on voit qu'il y a beaucoup moins de problèmes aux toilettes, beaucoup moins de problèmes d'hygiène aussi, et que finalement, c'est assez résoluble et soluble hein, quand on s'y attaque. Alors là, je voudrais juste terminer sur ce point précis qui est la propreté. Comment est-ce que justement on pourrait améliorer la propreté sans devoir refaire justement tous les bâtis, parce que les établissements diront toujours qu'ils n'ont pas l'argent pour pouvoir le refaire. Donc au moins, juste ce point précis sur la propreté. Vous parlez du papier de toilette qui n'est pas présent. On parle aussi simplement de la saleté, donc de nettoyer les toilettes souvent. Est-ce que vous avez une proposition à ce sens ? L'objectif, c'est de les responsabiliser, de responsabiliser les enfants, et pour les responsabiliser, pour qu'ils prennent lieu sur cet endroit et que ça devienne leur endroit, il faut effectivement les mobiliser. Donc ça veut dire que des expérimentations ont été faites et nous ont prouvé que lorsque l'enfant participe à l'aménagement de ces lieux, que ce soit au niveau décoration, ils mettent en place de la musique, ils mettent en place pas mal de petites choses. Dès lors qu'ils sont responsabilisés, automatiquement, ils respectent beaucoup mieux ces lieux. Donc ça passe aussi par l'échange et le partage d'expériences et de les mettre en fait responsables de ce lieu, comme une petite brigade en fait, pour qu'ils puissent régulièrement pouvoir se sentir bien dans cet espace qu'ils ont eux-mêmes créé. Les chefs d'établissement sont curieux de cela, ils sont à l'écoute ? On y travaille, c'est pas simple parce qu'on pense toujours que ça entraîne des coûts conséquents. Encore une fois, on s'aperçoit que dans certains établissements, notamment à Saint-Denis où un collège a fait une expérimentation assez incroyable, c'est pas une question de coût, même si au départ ils ont évidemment restructuré le lieu, mais comme le lieu justement en suivant est tenu par les jeunes ou par les enfants, il y a plus de coût derrière. Donc ça veut dire que au lieu de refaire régulièrement parce que on dégrade, une fois que ce lieu est entretenu, c'est un investissement
investissement à long terme, si je puis dire, qui est extrêmement important. Alors en revanche, ce n'est pas aux enfants de rapporter leur papier toilette et l'hygiène basique des établissements. Donc comment faire pour pallier à ce problème-là qui est quand même très fréquent et que l'on rencontre, enfin que les élèves rencontrent dans les établissements? Après, c'est une organisation effectivement au niveau des collectivités territoriales. C'est pour ça qu'on mobilise les collectivités qui sont tout à fait conscientes de la situation et qui cherchent des aides extérieures. Donc nous, association, encore une fois, on fait travailler les enfants autour de ce sujet. On les rend responsables, ambassadeurs de bonnes pratiques. Qui plus est, suite à toute la période de Covid qu'on a connue, on y travaille beaucoup. On a fait, nous, des petits livrets autour de l'hygiène et effectivement, c'est un sujet sur lequel on travaille tous les jours. C'est vrai que c'est une génération qui est vraiment sensibilisée à l'hygiène pour le coup. On ne pensait pas qu'une pandémie pouvait à ce point paralyser le monde entier. Donc peut-être que c'est le seul point positif aussi de ce Covid, c'est de pouvoir réaliser cela. Parlons d'intimité. Il y a également ce souci-là, précisément de l'intimité. Les toilettes scolaires ne sont pas fermées en général sur le dessus et parfois pas totalement en dessous. Edith Marouet-Jules, est-ce qu'on a peur d'être entendu et écouté lorsqu'on va aux toilettes et quand on a 6 ans, 10 ans, 15 ans? Oui, le problème de l'intimité et qui est quand même quelque chose qui interroge aussi la dignité. Je pense que ce que vivent les enfants aujourd'hui dans l'expérience d'aller aux toilettes, aucun adulte ne le supporterait. C'est la question d'avoir peur d'être enfermé, d'avoir peur qu'on vous ouvre la porte. C'est aussi la question ténue des urinoirs pour les garçons. 8 enfants sur 10, évidemment, il y a des garçons dans ce questionnaire qui disent qu'ils ne souhaitent pas utiliser les urinoirs et voir être vus à demi-nus aussi. C'est une question de pudeur. Et ça, je pense que c'est peu entendu. Et c'est d'ailleurs à cause aussi de ce manque d'intimité qu'on crée des lieux d'impunité, c'est-à-dire où l'adulte ne peut pas projeter le regard. Et si ces lieux étaient plus sujets à surveillance, ou en tout cas à conveillance, probablement il y aurait moins de dégradation, moins de gaspillage de papier toilette, moins de saleté. Mais c'est compliqué de faire entrer un adulte dans le cadre justement des toilettes pour enfants, non? C'est une question, Edith Marouet-Jules? Non, c'est pas compliqué si vous garantissez le fait que quand vous êtes dans la cabine, on ne vous voit pas. Vous êtes enfermé, vous êtes dans votre espace cabine et c'est le bloc qui est ouvert au regard. Autrefois, il y avait aussi carrément des cabines de toilettes qui donnaient sur cour. Ça n'a jamais été. C'est l'expérience de l'intimité, c'est quand vous êtes dans la cabine, c'est-à-dire quand vous déshabillez, que vous êtes aux toilettes. Ensuite, lorsque vous sortez, d'ailleurs, nous, on travaille sur l'externalisation de l'eau, par exemple, vous pouvez vous laver les mains à l'extérieur d'un bloc, c'est pas un problème. Et alors, pourquoi ça ne se fait pas? Parce que ça paraît assez évident, effectivement. Est-ce que c'est une question financière, encore une fois? Edith? Non, ça n'est pas qu'une question financière, c'est-à-dire confidentialiser des cabines. Nous, on l'a fait par expérimentation. C'est un travail qui peut être fait avec des services techniques assez rapidement, de finir de fermer les portes et de cloisonner au-dessus. C'est le choix aussi de supprimer les urinoirs en gardant un bloc et en faisant peut-être 2 cabines à la place et d'ouvrir un mur ou de mettre par exemple une porte transparente au lieu de mettre une porte complètement opaque. Donc ça n'est pas qu'une question de coût et de toute façon le coût va être forcément amorti puisqu'il n'y aura plus de destruction dans les blocs sanitaires. Il faut savoir que quand on fait cette étude, à 2 ans, des blocs sanitaires neufs de garçons notamment sont détruits dans les collèges. D'autant plus que vous parlez des urinoirs pour les garçons. J'ai lu aussi beaucoup de citations d'élèves disent on est très gêné parce que quand on va faire pipi, donc quand on est un garçon, non seulement on est vu, mais en plus quand on se met et qu'on veut se cacher, donc on se met dans une cabine, ça veut donc dire que c'est pas exactement la même chose qui s'y passe. Donc les garçons sont extrêmement gênés de la situation. Est-ce que c'est un retour que vous avez aussi, Catherine Jacquet, de cela? Les garçons sont gênés de la situation, surtout sur les urinoirs, parce qu'effectivement, il n'y a pas de cache, donc à tout âge, c'est un peu compliqué. Et puis, les garçons, comme les filles, dans les blocs sanitaires, quand on regarde les portes qui sont ouvertes très souvent en haut et en bas, l'intimité, elle est assez peu respectée. Donc, nous, ce qu'on essaye de dire, en fait, c'est que les enfants, ils ont besoin, et les jeunes, qu'on les rassure dans leur intimité. Le respect de soi et des autres,
ça peut commencer aux toilettes. Donc, effectivement, tous ces lieux-là sont à prendre en compte très jeunes, avec des solutions. Pourquoi pas de mettre des toilettes en fonction des âges, en fonction des sexes, surtout au niveau des âges, puisqu'ils n'ont pas les mêmes usages, ils n'ont pas les mêmes regards en fonction de l'âge qu'ils ont. Donc, tout ça, Edith l'étudie justement beaucoup sur le terrain, et c'est essentiel. Oui, parce qu'effectivement, entre un enfant qui rentre en petite section et un enfant qui arrive en CM2, on n'a pas du tout le même rapport effectivement au corps, Edith Marie-Jules. Oui, je pense que en fait, le fait d'avoir fait des toilettes non mixtes par principe, hein, c'est-à-dire d'un côté les filles, d'un côté les garçons. D'ailleurs, cette question, elle peut se poser pourquoi on le fait si petit, à 6 ans, voilà. Enfin, peut-être qu'on aurait pu penser qu'au collège, effectivement, ça c'est pertinent, et encore, on peut en discuter. Ça a masqué des vrais problèmes. Donc, notamment la question que les enfants disent qu'ils ont peur des grands, en fait, hein, ou des grandes. C'est pas parce que on a mis d'un côté les filles et d'un côté les garçons, et les questionnaires le montrent bien, qu'on a réglé les problèmes pour aller aux toilettes, puisque 8 enfants sur 10, encore une fois, s'empêchent d'aller aux toilettes. Donc c'est pas ça le problème. Et puis, c'est autre chose. Donc, il faut traiter les problèmes. Alors, on a parlé justement de ce problème de l'intimité, de la propreté. Il y a un autre problème qui est celui de la sécurité. Quand on parle de ces portes qui sont justement pas totalement opaques, fermées, donc qui sont en général ouvertes au-dessus et en dessous, au départ, c'est quoi? C'est pour un problème de sécurité qu'on laisse ouvert au-dessus et en dessous au cas où le verrou ne s'ouvrirait pas, c'est ça, Catherine? Oui, ça a été mis en place de cette manière-là, mais aujourd'hui, comme Edith le disait, il y a un vrai problème d'impunité sur ces lieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surveillance. Donc à partir de là, c'est un lieu où on peut faire tout ce qu'on veut, et donc ça entraîne automatiquement très souvent de la violence. Et oui, c'est ça, il y a de la violence, je voulais en parler justement, cette violence qui peut avoir lieu justement aux toilettes, et notamment le harcèlement qui s'opère. Ça peut être un harcèlement entre filles vis-à-vis d'autres filles, entre garçons vis-à-vis d'autres garçons, ou alors quand c'est mixte, effectivement. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup, souvent, qui se répète. Ça fait partie des items dont les enfants parlent, c'est-à-dire qu'il y a une peur des violences. On n'a pas envie d'y aller parce qu'on a peur de se faire embêter. Donc ça arrive tous les jours. Et c'est aussi un lieu d'impunité, les toilettes, je l'ai lu. Un lieu d'impunité où on se cache pour fumer, on se cache pour faire des choses qu'on n'a pas soit le droit de faire en classe, soit qu'on aimerait faire parce que voilà, on a envie de le faire, mais on a l'impression d'être caché. Est-ce qu'il faudrait réfléchir aussi à une autre disposition des toilettes de telle sorte à ce qu'on puisse toujours avoir un œil sur ce qui se passe tout le temps sans justement avoir ce regard qui soit un regard mal interprété par les élèves? Oui, c'est pour ça qu'il faut revoir le lieu, puisque il faut absolument qu'il y ait un adulte qui puisse avoir un regard direct d'extérieur depuis la cour de récréation, par exemple, parce que pendant la cour de récréation, c'est là où se passent souvent ces problèmes. Donc, il faut absolument revoir l'entrée, les fenêtres et l'accès des toilettes pour qu'il y ait un regard à l'intérieur. En fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que les toilettes, c'est un droit. On a le droit d'aller aux toilettes. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, montrer qu'on y porte autant d'attention que les autres lieux de l'école, la cantine, la classe. Et pour ça, en fait, il faut que les enfants s'approprient ce lieu, encore une fois, pour un meilleur vivre ensemble. Donc voilà, le droit d'aller aux toilettes, c'est le droit de tous les jours, et il faut qu'on s'y sente bien. Et encore, on parle de récréation, mais il y a aussi ces enfants, et je l'ai lu aussi dans beaucoup d'articles, ces enfants qui racontent qu'ils se retiennent aussi pendant le cours, qui n'osent pas demander au professeur, de peur d'être ridiculisés, entre guillemets, par les autres élèves, et qui se retrouvent à des confrontations de problèmes urinaires, de cystites, enfin de tout ce qu'on peut imaginer sur le plan médical. Est-ce que vous avez relevé ça aussi, Edith Marouet-Jules ? Oui, on peut aussi se poser la question pourquoi aller aux toilettes c'est si compliqué dans notre pays, et sans parler encore de la question des règles chez les filles, hein, puisque je rappelle quand même que c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir, hein, surtout chez les jeunes filles, hein, au collège. Donc le fait de ne pas pouvoir aller quand on le souhaite aux toilettes, ça pose aussi cette question-là, hein, et c'est encore une fois des questions de dignité, mais c'est aussi des questions de levée de tabou, hein, qui vont être durables finalement dans la question de la vie des femmes. Je veux dire, les règles, c'est quelque chose de tout à fait naturel, il faut pouvoir le gérer de manière aussi un peu plus souple, et en tout cas pouvoir légitimer que ça existe et que les adultes prennent en charge cette question-là.
voilà, on parle ici d'enfants mineurs, donc il faut aussi des poubelles, hein, ne serait-ce que des poubelles dans les cabines, ce qui n'est pas tout le temps le cas, hein, même pas souvent le cas. Donc c'est des questions comme ça qu'il faut régler simplement avec des problèmes simples qui se posent à nous pour sortir de cette problématique. Il faut agir maintenant sur la question des toilettes. On parlait par rapport aux règles des filles et il faudrait aussi peut-être penser à proposer effectivement des serviettes hygiéniques, enfin, des protections pour les enfants directement dans les toilettes. C'est en train de se faire, hein. Il y a des établissements qui ont mis ça en place justement, distribution gratuite automatique. Donc c'est en train d'évoluer et c'est en train de se faire. Et cela choque les élèves ou au contraire ça les rassure ? Ça les rassure. Alors effectivement, après, les garçons vont avoir peut-être certaines phrases au départ, mais sincèrement, une fois que c'est mis en place, ça sera dans la normalité. Aujourd'hui, les toilettes, elles sont mixtes ou elles sont toujours filles d'un côté, garçons de l'autre ? Filles d'un côté, garçons de l'autre. Donc de toute façon, les garçons n'ont pas accès à cela, a priori, ils ne le voient pas. Non, mais enfin, à partir du moment où il y a des expérimentations, ça se sait rapidement et ça se voit, et c'est une bonne chose. Il faudrait aussi, pourquoi pas, proposer des préservatifs, du coup, dans les toilettes ? Filles et garçons ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est une façon d'y réfléchir et de pouvoir être dans la prévention ? Ça se fait dans certains pays actuellement. Edith Marouet-Jules, votre avis là-dessus ? Moi, je suis de la génération SIDA, madame, où dans les lycées, on avait des distributeurs de préservatifs. Donc voilà, je pense qu'il y a la question de la majorité sexuelle qui est reconnue dans notre pays à partir de 16 ans et en même temps tous les tabous qui demeurent sur les questions des sexualités ou de la possibilité, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi on a séparé probablement les filles des garçons, sauf qu'à 6 ans, ça pose quand même question. Ça crée aussi des signifiants sociétaux qui sont très particuliers, la peur des garçons, l'hétéronormativité comme je veux dire, norme sexuelle, et ça permet surtout, en tout cas, ça évite de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les sexualités, la rencontre des corps, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, comment on se protège. Donc c'est pas l'idée, les toilettes c'est pas un lieu de sexualité, mais en tout cas la rencontre des corps c'est aussi la limite des corps et c'est aussi la possibilité pour notre pays de traiter et de parler de questions. Comment réagit l'éducation nationale et puis les collectivités dans leur ensemble, Edith Marouet-Jules, quand vous posez ces questions-là, justement, et vous aussi, Catherine Jacquet, est-ce qu'ils ont envie vraiment d'être proactifs sur le sujet ? Quelle est leur première réaction ? Et les dispositions prises, justement, Edith, avant cela ? Moi, de toute façon, je suis missionnée pour travailler là-dessus, donc sur la question égalitaire et sur l'aménagement des espaces. Donc les toilettes ont toujours fait partie de mon sujet depuis 15 ans. Et je pense que quand on le démontre, quand on se parle comme on vient de se parler, c'est-à-dire les problèmes d'intimité chez les garçons, de pudeur, voilà, neutraliser des blocs sanitaires, c'est-à-dire faire des blocs identiques filles-garçons et expérimenter. Petit-grand, par exemple, voir ce que ça produit aussi, parce qu'on a un a priori, mais nous, sur toutes les expérimentations qu'on a faites, ça s'est très bien passé, et d'ailleurs, les toilettes sont restées non mixtes, avec un côté petit et un côté grand. Donc voilà, je pense qu'il faut se laisser aussi la chance de changer les choses. Donc, quand c'est bien accompagné et qu'on en discute, pour l'instant, ça fonctionne. Voilà. D'autant que va se poser le problème de la théorie du genre aujourd'hui qui se pose, où certains enfants disent je ne comprends pas pourquoi il faut être les filles d'un côté et les garçons de l'autre, pourquoi les filles doivent être en rose et les garçons en bleu, pourquoi on doit se séparer. Si moi je me sens pas fille et moi je me sens pas garçon, il va se poser aussi ce problème-là peut-être très bientôt. À l'école, Catherine Jacquet. Ça évolue, ça c'est certain. C'est pour ça qu'on parle du sujet. Les enseignants, en fait, sont en train quand même de travailler sur toutes les règles d'hygiène de plus en plus. Donc, il y a une véritable pédagogie qui se met en place. Nous, ce que l'on pense aussi, c'est que demain, déjà, il faut sensibiliser les familles aussi, parce que les familles ont un rôle très important. Et pourquoi pas demain, par exemple, quand on fait la rentrée scolaire, au même titre qu'on visite la cantine, la classe, on doit visiter aussi les toilettes. Donc à partir du moment où toute la communauté, tout le monde sera sensibilisé, ces problèmes-là seront de fait automatiquement pris en compte et tout ça s'améliorera régulièrement. Quand on pose le sujet, effectivement, ça paraît extrêmement important de s'y atteler et c'est même terrifiant de voir à quel point les chiffres sont très parlants. 8 enfants sur 10 qui se retiennent à aux toilettes, c'est absolument terrifiant et on s'en était parlé avec vous quand vous étiez venu sur ce plateau il n'y a pas si longtemps. Les parents
parents sont surpris quand on leur en parle et ont tout de suite envie que ça évolue, ou eux-mêmes se sont posé la question plusieurs fois avant? Alors, en fait, les parents, ils sont de plus en plus sensibilisés au sujet, mais ils sont plus sur un problème d'hygiène et de dysfonctionnement par rapport à leur vécu, en fait. Et ils prennent pas forcément en compte la problématique taboue du sujet, alors que les enfants, eux, ils ont plus une problématique de rapport au lieu et d'ordre relationnel. Demander d'aller aux toilettes, il y a beaucoup de monde, il y a trop de monde pendant la récréation, les mauvaises conditions d'usage, un lieu où on se fait embêter. Donc il y a cette distance encore entre la vision des parents et la vision des enfants, puisque le monde a évolué et nos toilettes d'avant et le lieu, le rapport avec le lieu n'est pas forcément celui d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut que toute la communauté se mobilise et que tous ensemble, on y travaille pour que justement ces lieux-là, ces lieux s'améliorent. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous sur le Grand JT pour parler de ce problème très important que sont les sanitaires à l'école. Catherine Jacquet, je rappelle que vous êtes directrice des Petits Citoyens. Merci à vous d'avoir été là, ainsi que Edith Marouet-Jules. Merci mille fois aussi d'avoir été avec nous, sociologue et géographe, directrice du bureau d'études de la Robe. Ça se dit comme ça, hein, la Robe? Tout à fait. Voilà, atelier recherche observatoire égalité. Merci à vous. Merci. On marque une courte pause. Merci. Et on se retrouve. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Laura de Francolini. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la créatrice de Louise et Gabriel, une marque de jouets inclusifs, des jouets pour favoriser l'éveil de nos enfants. Merci d'être là. On va parler évidemment de ce que vous proposez comme jouet. Initialement, vous travaillez dans le marché du jouet. Vous étiez salarié dans une entreprise spécialisée dans le jouet. Et pourquoi avoir décidé de tout plaquer, de tout arrêter précisément dans cette boîte-là et de vous lancer vous-même dans la création de votre propre marque? C'est vrai que j'ai eu l'avantage de voir toutes les coulisses de la conception et de la fabrication des jouets, et notamment sur le segment premier âge, je me suis dit qu'on pouvait faire encore mieux. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer moi et de concevoir les jouets, des jouets premier âge que je pourrais donner à mes enfants sans crainte. Et, voilà. Alors justement, encore mieux, c'est intéressant et sans crainte aussi comme mot, parce que vous travaillez dans ce monde du jouet. Et qu'est-ce que vous constatez qui ne va pas, ou qui peut s'améliorer en tout cas? Les points d'amélioration, c'était notamment la conception. Donc vraiment reprendre à zéro et prendre toutes les nouvelles connaissances qu'on a des enfants aujourd'hui pour pouvoir les inclure dans la conception des jouets. Soit se renseigner auprès de psychomotriciennes, c'est des choses que j'ai faites, sur toutes ces nouvelles connaissances qu'on a sur les enfants. Et second point, c'était la matière. La matière, il me fallait une matière saine. 80% de l'offre de jouets premier âge aujourd'hui est en plastique. Le plastique n'est pas forcément la matière qu'il y a de mieux pour nos enfants. Donc là, c'est 100% en silicone alimentaire. Alors,
Silicone, pardon, alimentaire. Ah, d'accord, silicone alimentaire et bois. Si par exemple je prends ce premier jouet-là, alors racontez-moi par exemple en quoi consiste ce jouet. Je vois les formes, les couleurs. Tout à fait. Là, l'idée, c'est qu'il y a un puzzle. Je suis partie du principe que éveiller sans surstimuler. C'est-à-dire que la plupart des jouets qu'on fabrique aujourd'hui, il y a beaucoup de formes, il y a beaucoup de petites formes, mais un enfant à 1 an est mis en situation de difficulté face à une trop grande complexité. L'idée, c'était de faire des grosses formes simples qui puissent intégralement mâcher. Donc, c'est pour ça que les formes sont faites en silicone alimentaire et la base est en bambou avec un vernis à l'eau écologique avec le grade alimentaire aussi. L'idée étant toujours que les matières soient archi saines pour les enfants. Ah oui, donc c'est pour ça que vous parlez de psychomotricien aussi, parce qu'en fait, vous avez pu effectivement, c'est à la fois ergonomique, c'est-à-dire qu'en fait, les objets ont une forme bien précise qui est nécessaire à l'éveil des enfants, j'imagine. Tout à fait, avec des petites aspérités pour qu'ils puissent être éveillés sur toutes ces petites aspérités-là. Par rapport à la fenêtre, Exactement. par exemple, se poser la question de ce que c'est quand on touche, c'est ça. Par rapport au petit point là. Oui. De l'herbe ou du cactus, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. C'est l'imagination de l'enfant qui est la limite. Alors de l'adulte, on va dire, je veux dire, je sais pas, une part de melon, ouais, un soleil. Oui, une clémentine, un soleil. Les enfants voient des choses différentes en fonction des. Voilà, mais effectivement, on peut imaginer les quartiers, en tout cas de clémentine, qui sont opérés là. Et puis, effectivement, cette idée de pouvoir mâcher pour les dents, exactement. C'est ça ? C'est exactement. Mâcher pour les dents, ça les soulage. Et puis, de toute façon, jusqu'à 1 an, ils découvrent tout par voie orale. Donc, ils mettent tout à la bouche pour au moins découvrir le produit. Et l'idée, c'était vraiment le silicone alimentaire, c'est doux. Et après, quand les enfants sont plus grands, ils peuvent ils lancent les objets ou ils déconstruisent et ça leur fait pas mal. Et ça ne fait pas mal à notre mobilier aussi. Mais oui. Mais alors précisément, c'est pour le petit âge, le jeune âge que vous avez voulu lancer, Louise et Gabriel, parce que après ça allait, disons que vers les 4-5 ans, les jouets développés pour vous étaient plutôt assez normés et efficients. Alors, il y a moins cette problématique, notamment de sanité, donc vraiment la matière et le fait que ce soit sain. Et effectivement, à partir de tout ce qui est jeu de construction, il y a pléthore d'offres qui correspondent bien aux enfants. Aujourd'hui, moi, j'ai un enfant de 2 ans et un enfant qui va en avoir 6. Clairement, à partir de 6 ans, je trouve des jouets faits pour son imagination et son éveil qui sont très bien, dans de très grandes marques, très sympas. Alors, on parlait au départ d'une marque de jouets inclusifs. Oui. Justement, l'idée, c'était de faire des jouets qui soient valables, qui soient utilisables pour tous les enfants. Tout à fait. En fait, la psychomotricienne qui m'accompagne dans la conception des produits travaille dans un CAMS, c'est un centre d'accompagnement pour enfants porteurs de handicap. L'idée, c'était qu'on est encore plus exigeant quand on accompagne des enfants porteurs de handicap, notamment moteurs, dans les produits qu'on utilise pour éveiller un peu tout l'aspect moteur et que petit à petit ils rampent, ils marchent, certainement plus tard que les enfants qui ne sont pas porteurs de handicap. Et l'idée, c'est vraiment de concevoir des produits inclusifs, donc qui répondent aux besoins des enfants porteurs de handicap, mais qui répondent également aux besoins des enfants qui ne sont pas porteurs de handicap, juste c'est pas au même âge que ça se passe. Donc par exemple... si on prend par exemple cette petite pyramide là... Exactement, le petit Léon, c'est des formes à empiler. Donc là, on est parti du principe que, je ne sais pas si vous voyez, mais de manière traditionnelle, il y a des formes à empiler qui ont des diamètres différents. Et l'enfant de 1 an, sans handicap, peut pas se dire tiens, c'est le diamètre le plus large, je vais le mettre tout en bas et puis je vais faire une construction autour de cette tige centrale de manière à ce que ça soit dans l'ordre. Ça, c'est clairement trop difficile pour lui. Donc là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de tige centrale et tout s'assemble et peu importe la manière dont vous l'assemblez, ça donnera toujours quelque chose. Donc l'enfant n'est pas mis en situation de difficulté. D'échec, en fait. Exactement. Et il n'est pas frustré. Ah oui, parce que je peux même... non, ça alors, il n'y a que la boule et la base. La boule et la base, d'accord. Mais donc, on peut tout développer et surtout, ces matières aussi peut-être propices pour l'échange avec les parents ou les aides maternelles, par exemple, ou en crèche, pour pouvoir raconter des histoires différentes. Parce que c'est vrai que souvent, un jouet, il a un ordre de construction et puis finalement, on raconte toujours la même chose. Tout à fait. Complètement. Et effectivement, les gens qui travaillent en crèche et bon nombre d'assistantes maternelles ont bien aimé le produit. D'accord. Donc en fait, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir mettre l'enfant toujours en situation de réussite, finalement. Exactement, parce que quand il est en situation d'échec, c'est nocif pour son éveil, dans la mesure où il n'a plus envie de recommencer. Il aime
pas ça. Donc quand c'est trop difficile pour lui, il veut plus jouer avec. Le petit hochet là avec les clés, je ne sais pas ce que c'est, racontez-moi. Toujours sur le même principe. Vous avez, seule l'imagination de l'enfant et la limite. Vous pouvez tout petit voir. La psychomotricienne par contre a désiré avoir vraiment de grosses aspérités. Comme ça, quand il le mâche ou quand il le touche, il découvre, et de mettre un gros lot. Parce que c'est très important quand vous mettez un enfant sur un tapis, pour développer son moteur, il faut l'attirer en mettant des jouets autour et faire un petit peu de bruit pour qu'il ait aussi envie de se retourner ou pour qu'il ait aussi envie de ramper vers le jeu. Donc il y a toujours l'idée d'éveiller les 5 sens finalement chez l'enfant. Donc le son, j'ai compris, le toucher aussi. L'odorat, on n'y est pas. L'odorat, on n'y est pas. Non, l'odorat, il y a une odeur, c'est une matière très neutre, donc non, effectivement... Et ce serait compliqué en plus de l'inclure peut-être, non? Ça nous obligerait à mettre des matériaux pas forcément très sains pour des produits qui doivent être mis en bouche 80% du temps. Effectivement. Mais alors, souvent, on a la critique, vous savez, de cette fameuse chambre d'enfant ou de bébé qu'on veut toujours joliment décorée, avec des choses très neutres, très belles, très simples. Voilà. Et puis, les enfants vont toujours vers les couleurs ultra criardes, vers toujours ce qui, en général, n'est pas beau, mais qui leur fait extrêmement plaisir, avec ces jouets vraiment affreux. Là, ce que je vois chez Louise et Gabriel, c'est que c'est vraiment toujours sous un ton, il y a plusieurs couleurs qui sont proposées, mais c'est toujours assez passé, ça reste toujours assez joli. Comment vous avez réussi à cumuler les deux, en fait, à avoir le positif des couleurs et à la fois le positif de la beauté? Oui. Alors effectivement, ça c'est plus pour le plaisir des parents. En soi, les enfants, déjà quand ils sont tout petits, ils ne voient pas les couleurs, ils voient uniquement les contrastes. Donc là, je me suis dit, quitte à faire quelque chose, autant que ce soit un tant soit peu esthétique. Parce que c'est vrai que la difficulté de concevoir un produit, de le créer, de le recevoir en échantillon et de faire forcément des trucs moches, c'était compliqué pour moi dans la démarche. Mais effectivement, ils voient vraiment uniquement les contrastes. Après, je me suis aussi aperçue que notamment les enfants, dont les miens, étaient très attirés par exemple, une télécommande ou des fausses téléphones. Vous leur donnez la couleur criarde, ils viendront quand même toujours prendre votre télécommande à vous ou votre téléphone, qui sont dans des coloris globalement neutres. Donc partant de là, non, on a fait les tests avec ces produits-là, on les a testés notamment dans le centre d'accompagnement où travaille la psychomotricienne, chez des assistantes maternelles, sur mes propres enfants, et globalement ça avait le même effet que les jouets avec des couleurs criardes. Et du coup, vous avez sorti une télécommande, Louise et Gabriel, ou pas? Non, alors je fais pas de jouets avec de l'électronique dedans, parce un faux. En fait, vous auriez pu faire une fausse télécommande avec des touches. Complètement, c'est l'idée. Mais après, je me suis vraiment focalisée sur ce que j'estimais être avoir des manques. L'idée, c'est pas de faire les mêmes produits que les autres. L'idée, c'est juste d'analyser ce qui manque aux jouets existants pour que ce soit complètement adapté aux connaissances qu'on a des enfants aujourd'hui. Et puis entièrement sécurisé, car vous insistez effectivement sur ce point du no plastique. Pourquoi, en quoi le silicone est plus rassurant et noble? Alors le silicone, à la base, c'est une matière naturelle, donc pas du tout issue du pétrole. C'est une matière faite à base de sable et d'hydrogène. Et c'est une matière surtout qui est neutre, c'est-à-dire qu'elle n'émet aucune cove, contrairement au plastique. L'inconvénient, c'est que c'est difficilement recyclable, mais par contre, vous laissez un élément en silicone dans la nature ou dans l'océan, contrairement au plastique, il ne va pas se désagréger, il va rester intact. Et vu qu'il n'émet aucune cove, il n'est absolument pas nocif pour son environnement. Donc vraiment, c'est une matière stable. Matière stable, qui ne bouge pas. Exactement, qui ne bouge pas, qui passe au lave-vaisselle pour permettre de laver enfin les jouets pour les enfants. Oui, parce que c'est vrai que les jouets ne sont jamais lavés, ou très rarement. Compliqué. Les crèches, par exemple, passent 1 heure et demie à laver les jouets à la lingette le soir. Nous sommes depuis le Covid ou même avant? Normalement avant, elles étaient censées le faire. Moi, je sais que mon assistante maternelle, l'assistante maternelle de mes enfants, elle achetait des jouets en plastique qu'elle mettait au lave-vaisselle, mais ça abîme le plastique à terme. Oui. L'idée, c'était... Ouais. Et donc ça passe au lave-vaisselle sans problème? Exactement. Ça ne risque rien. C'est exactement la même matière que ce qu'on utilise en cuisine pour les moules à gâteaux, pour les spatules, pour tout ça.
Formidable. Et alors, évidemment, la question que je me posais, c'était Louise et Gabriel, c'est en rapport avec vos enfants ou pas? Alors, mon fils aîné s'appelle Louis, effectivement, mais je voulais Louise et Gabriel parce qu'effectivement, dans mon précédent métier, on a souvent fait des jouets roses ou bleus parce qu'on partait du principe qu'il y avait des choses pour les petites filles et des choses pour les petits garçons. Et je voulais vraiment un prénom de petite fille et de petit garçon. Moi, j'ai eu 2 garçons. Et donc, je me venge un petit peu en utilisant des prénoms que mon mari n'a pas souhaité pour nos propres enfants et que j'aurais bien aimé. Effectivement, j'ai même donné un prénom à l'ensemble des jouets. Mais oui, je vois le chez de Paul. Exactement, j'aurais adoré avoir un petit Paul, mais non, j'ai eu un petit Louis et un petit Édouard, mais ça me va très très bien, hein, mais effectivement, j'utilise les prénoms de ma liste de souhaits. C'est ça, pour les jouets. D'accord. Et la suite alors de ces petits projets de Louise et Gabriel, c'est quoi? C'est d'aller un peu plus loin dans les âges? Et alors, exactement, là, l'idée, c'est que, pareil, sur quelque chose sur lequel on avait un manque, nous sommes en train de travailler sur un chariot de marche. La plupart, on va dire 95% des chariots de marche partent du principe que tous les enfants marchent à la même taille, porteurs de handicap ou non. Un enfant peut marcher entre 10 et 18 mois. Donc forcément, il n'a pas la même taille. Donc déjà, quand on a ça, on se dit, bah, tiens, ce serait quand même sympa d'avoir un chariot de marche qui se règle en hauteur pour qu'on puisse être complètement adapté aux enfants et puis qu'ils puissent bien développer la marche à l'aide de ce jouet. Et quand on a ça aussi, effectivement, on met des freins sur le chariot pour pas qu'il parte avec et que ça glisse trop vite. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment d'analyser des manques et de faire ça sur tous les jouets à venir en travaillant toujours avec la psychomotricienne pour faire des choses qui éveillent nos enfants en toute sécurité. C'est à peu près le principe. Écoutez, merci beaucoup Laura de Francomini d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes la créatrice de Louise et Gabriel, une marque de jouets inclusifs et tout simplement maligne, voilà, qui propose des jouets en silicone et qui sont adaptables pour tous les enfants dès le plus jeune âge, en fait, dès la naissance. À partir de 2 mois. 2 mois, voilà, 2 mois. Avant 2 mois, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Maintenant, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Elle reçoit Aria Crescendo. Si on te demande un souvenir d'écolier bien précis. Bien précis. Moment drôle, triste, peu alors très drôle. Donc du coup, donc je vous ai dit, j'ai changé de collège tous les ans. Donc à un moment donné, comme il n'y avait plus de collège à faire à Narbonne, on m'a mis dans l'école catholique avec les nonnes. Les nonnes, c'est ça, on dit ça comme ça. Oui. Et du coup, écoute, figure-toi qu'il y avait les bonnes sœurs. Donc il y avait des barreaux dans les classes. Ouais. Et figure-toi que j'ai cassé des barreaux. J'étais en demi-pension, moi je voulais m'échapper. Et t'as quel âge? Je sais pas, 13 ans, 12 ans, je sais pas, j'ai toujours fait le... Tu les as cassés avec quoi? Tu sais, je grattais et tout, il y en a un qui bougeait et du coup, je me suis échappée du collège en passant par les... Non, une psychopathe, je te dis, j'étais vraiment intenable. Je faisais des fugues à En fait, toi, tu voulais tout sauf être à l'école, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, mon rêve, c'était de conquérir du monde et être sur scène et faire rire les gens, voilà. Est-ce que malgré tout, il y a un prof qui t'a marqué? Tu sais quoi, je pense que ça a été ça le problème. C'est que j'ai pas eu de profs qui m'ont marqué. Donc du coup, si t'as pas un prof qui t'inspire, et bah t'as pas envie. Tu sais, en fait, j'ai toujours l'impression que les profs, ils étaient là parce qu'ils étaient blasés et que. Mais enfin, j'ai pas eu de chance, quoi. Voilà, parce que souvent, des gens se disent, voilà, mon prof. Moi, le seul prof qui m'a marqué, qui me marque toujours, c'est ma maman. Parce que du coup, c'est avec elle que je faisais les devoirs de l'école. Voilà. Tu dirais quand même que ta matière préférée, du coup, c'est les maths ou même pas? Je dirais que c'est les maths, je pourrais dire la musique bien sûr, puisque voilà, aussi, c'est vrai la musique, les maths, le sport en général, j'aime bien, voilà. T'as arrêté les études jeune? Ouais. Parce que t'as été repérée? Oui, parce que du coup, mon rêve, c'était d'être sur scène. Donc, à 15 ans, je suis arrivée sur Paris. Ta mère, elle te laisse partir? Eh bien, écoute, oui, elle m'a laissé partir parce que ma mère, elle n'avait pas le choix. Oui, t'avais l'air de faire ce que tu voulais, quoi, clairement. En fait, c'est pas ça. C'est que ma mère, elle a toujours été mon soutien number one, tu vois. C'est ma fan numéro 1. T'as des frères et sœurs? Non, je suis fille unique, malheureusement. C'est pour ça que je rêve d'une grande famille. Mais non, j'étais toujours... en fait, c'était ma fan numéro 1, ma mère. Donc, elle m'a toujours soutenue. Donc, quand je lui ai dit, je veux être sur scène, je veux réaliser mes rêves. Donc, comme j'avais fait une école artistique de chant, de danse et théâtre, elle m'a dit, bah vas-y, vis tes rêves. Et j'avais une copine qui faisait du mannequinat qui m'a dit, je t'héberge. Donc je dis, vas-y, on se lance dans l'aventure. Et j'ai commencé à chanter dans des piano-bars, de la musique italienne, puisque voilà, j'adorais Laura Pausini, je sais pas si tu connais. Bien sûr. Et voilà, donc du coup, j'adorais toutes ces choses-là et je me suis mis à chanter. On m'a repérée justement dans un piano-bar où je chantais à Porte-Maillot. D'accord. Donc voilà, rien à voir. J'avais une petite frange et tout, et puis on m'a dit, ah mais tu sais, ils auditionnent au Crazy Horse, t'as trop une prestance de fou sur scène, tu
devrais trop aller auditionner. Donc à ce moment-là, tu savais pas que tu dansais bien alors? Bah non, j'avais fait de la danse, mais après, tu sais, j'aimais être sur scène. Donc, que ça soit du chant, du théâtre ou de la musique ou de la danse. J'étais pas la meilleure danseuse, hein. J'étais pas du tout en danseuse classique, puisque ma mère, elle a essayé la danse classique quand j'étais plus jeune. Et encore une fois, il y avait trop de discipline pour moi, donc on m'a mis dehors. Toi, il faut que tu sois libre. C'est ça, en fait. J'aime pas qu'on me dise quoi faire. J'aime pas, c'était un gros, enfin du moins c'était un gros problème à l'époque quand j'étais jeune, c'était impossible. Si on me disait, je faisais le contraire juste pour faire chier, tu vois. Et du coup, ouais, non, j'étais la rebelle du truc. Et tu vas faire pareil avec tes enfants? Écoute, le truc, c'est dur maintenant que j'ai des enfants, tu vois. Comment je gère ça? J'ai envie de leur laisser la liberté de choisir ce qu'ils veulent, tout en les dirigeant, tu vois, en essayant qu'ils essaient plein de choses, voilà, et puis qu'ils trouvent leur passion. Mais c'est clair. Libre mais cadré. Libre mais cadré, ouais, parce que quand même, je dis à ma mère des fois, putain, mais t'es folle, tu m'as laissé partir. Mais heureusement que, en fait, tu sais quoi, le truc avec moi, c'est que j'ai toujours su ce que je voulais faire. Donc, tu sais, quand t'as des doutes, tu lui as donné sais pas où confiance, tu vas, en fait. Elle avait confiance en toi. c'est ça. C'est-à-dire qu'elle avait grave confiance et elle s'est dit, bah, elle est capable de faire. Et comme elle m'a fait confiance, bah, moi, j'avais confiance en moi. Et du coup, j'étais capable de tout. C'est pour ça que je vous dis, les parents, c'est quand même hyper important parce que c'est eux, s'ils vous mettent des doutes en disant, ah, je suis pas sûre que tu puisses faire ça ou nanana, bah, du coup, toi-même, tu doutes, tu vois. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Aria Crescendo pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika. Tout de suite, c'est le Zaps, le meilleur de School TV. Pourquoi les enfants, surtout de plus en plus jeunes, on a du mal à comprendre pourquoi les fraudeurs se tournent vers ces victimes-là? Alors, pourquoi? Parce que les enfants, le document d'identité, il est valable durant 10 ans. Oui. Lorsqu'on a 10 ans, lorsqu'on a 14 ans, il y a une identité administrative, donc un support qui va les suivre pendant toute cette période-là. Les enfants n'ont pas pris conscience de la valeur de ce document d'identité. Alors souvent, ce sont les parents qui vont présenter, mais parfois, il y a besoin de justifier de son identité pour une inscription à un concours, lors d'inscription pour un loisir, enfin une société de loisirs, ou voire même... Pas pour tout, on a besoin de toute façon... Eh bien, ce document, lorsqu'il est égaré, les enfants ne prennent pas conscience que lorsqu'ils égarent ce document, lorsqu'ils font une photocopie de ce document, que ce document peut être utilisé 10 ans plus tard. Et sur 10 ans après, sur un document d'identité, il y a aussi la filiation, parce qu'on parle bien de la filiation. Et donc c'est cette filiation qui fait qu'on va pouvoir suivre et poursuivre sur les réseaux sociaux la filiation de l'enfant. Comment, Laurie, vous est venue l'idée de ce bouquin et l'idée de vous allier des compétences de Kids Dance Family? Alors, l'idée du livre, tout simplement parce que je suis une jeune maman et que je me pose toujours la question, à partir de quel âge je peux montrer tel film à mes enfants? Comment est-ce qu'on fait? On veut transmettre une passion. Pour moi, le cinéma est très important dans ma vie, mais en même temps, voilà, il y a le problème des écrans. Bon, donc voilà, toutes ces problématiques font qu'en tant que maman, je me suis beaucoup interrogée. Et puis, comme je présente le cinéma sur Europe 1, chaque semaine, en fait, tous les samedis, si je me souviens bien. C'est ça. 17h, non? Oui, parfait, merci beaucoup. Ouais. Et donc, chaque semaine, en fait, j'ai une interview où je pose la question, quel film vous conseillez à un enfant, à mon invité? Et je me mettais à noter à chaque fois les réponses en me disant, il faut que je me souvienne de ça pour montrer ça. Je me rappelle de Pierre Ninet qui m'avait cité Le Roi et l'Oiseau. C'est comme ça que j'ai découvert le film. Et donc, un jour, je me suis dit, bah oui, mais enfin, tout simplement, pourquoi est-ce que je ne sortirais pas, moi, un livre, une sorte de Bible pour aider les parents à avoir des idées? Et comme ça, voilà, quand on se pose la question, est-ce que mon enfant, il a 4 ans, il peut voir tel ou tel film? On a la réponse. Et comment j'ai pensé à Aurélie et Clémence? Tout simplement parce qu'on se connaît. Je les ai sollicités. On vous entend aussi régulièrement sur Europe, je crois. Ouais. Sur Europe, dans les maternelles, enfin partout. Elles sont très demandées. Ce sont des stars parce que ce sont les plus fortes. Et donc je me suis dit, je vais aller prendre les meilleures pour donner des indications et des clés aux parents pour entourer les enfants le mieux possible. Parce que moi, je vais parler avec mon goût et mon ressenti de maman, mais elles ont un vrai regard professionnel. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi pour arrêter cette liste, parce que autant vous dire qu'il y a beaucoup plus que 100 films à voir avant 10 ans. Pas mal quand même, hein. Elle est pas mal, mais on en avait peut-être 300. Et en fait, leur regard m'a beaucoup aidé à affiner en se disant, ok, mais un enfant qui subit un divorce, peut-être qu'on rajoute tel film. Il faut penser aux enfants qui sont un peu différents. Donc comment est-ce qu'on parle de la différence? Un tableau de. On a essayé pour essayer de couvrir toutes les situations. Exactement. On a essayé d'être qualitatif dans la sélection des films, mais en même temps de couvrir beaucoup de thématiques et de problématiques.
Et il y a aussi une question très forte d'inclusivité du secteur. On demande justement au secteur du jeu vidéo et en particulier du e-sport d'accueillir de plus en plus de gameuses pro, outre que les gamers. Comment est-ce que vous arrivez justement à avoir de meilleurs chiffres en la matière et au-delà des chiffres, de meilleures e-sportives au féminin pluriel tout court? Alors c'est hyper intéressant. Justement à Jönköping, d'où on revient en Suède, pour cette conférence, c'était la thématique principale, c'était la durabilité de l'e-sport. Et la durabilité de l'e-sport, on l'a très bien évoqué là-bas, ça passe effectivement par l'inclusion. L'inclusion, on parle de femmes, et l'inclusion aussi de personnes non binaires ou tout autre type de profil qui pourrait se matérialiser. Et ce qui est intéressant, c'est que l'écran est un véritable levier d'insertion. Alors, c'est aussi pour ça que dans le jeu vidéo, on retrouve parfois des profils plus ou moins compliqués parce que l'écran est une barrière aussi à la vie réelle et leur permet d'avoir peut-être de s'émanciper un peu plus facilement dans la vie qu'ils aimeraient avoir. Et donc en termes d'inclusion, ce qui est essentiel, en plus des femmes et d'autres types de profils handicapés ou des personnes peut-être non binaires ou non genrées, des choses comme ça, de ce type de profil-là, on a une inclusion qui est beaucoup plus forte. Et nous, de notre côté, pour lutter là-dessus, on n'a pas vraiment d'action dédiée aux femmes, même s'il y a la création de ligues féminines qui sont en train de se monter avec l'appui d'un éditeur comme Riot, par exemple, sur le jeu League of Legends ou sur Valorant. On a beaucoup d'actions qui sont en train de se mener autour. Nous, personnellement, on veille plutôt à la mixité en fait dans nos salles de classe, si je peux appeler ça comme ça, mais ça passe plutôt par l'éducation aussi des jeunes hommes, parce que si aujourd'hui il y a peu de femmes dans ce milieu-là, il y a peu de joueuses pro, c'est pas parce qu'elles jouent pas mieux que nous, c'est pas parce qu'elles sont pas là, c'est parce qu'en fait elles sont très vite écrasées par ces profils qui sont, excusez-moi du terme, un petit peu idiots et qui continuent d'avoir des propos misogynes et excluants pour ces profils-là. Donc c'est sur ce boulot-là qu'il faut faire, c'est un gros boulot d'éducation extrêmement profond. Et c'est comme ça qu'on luttera et qu'on facilitera l'insertion de tout type de profil dans notre pratique. Et c'est une pratique qui s'adapte à tous ces types-là, donc c'est génial. Aujourd'hui, quelle solution vous préconisez à notre maman qui est avec nous et puis à ceux qui nous regardent, aux parents qui nous regardent? Est-ce que les mots de passe à rallonge, c'est efficace? Est-ce que le code parental est-il toujours efficace? Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui? Alors, moi, ce que je conseille déjà, c'est d'expliquer ce que représente un document d'identité, l'importance d'un document d'identité. Aux plus jeunes, bien évidemment. Faut savoir que par rapport aux adultes, lorsqu'on me demande ma carte d'identité en contrepartie d'un badge, j'ose demander, est-ce que vous me transmetteriez votre carte de paiement, votre carte bancaire avec votre code, parce que moi, je ne vous transmets pas ma carte d'identité en contrepartie d'un badge. Donc là, c'est déjà une précaution de dire, la carte d'identité, nous en sommes responsables. D'une part. Par rapport aux réseaux sociaux, à l'intrusion cyber, évidemment, les codes, non seulement il faut les changer régulièrement, ça, c'était une précaution, les codes. Et au-delà de les changer régulièrement, il faut qu'il y ait un parent qui puisse, parce qu'ils peuvent les changer, les jeunes, les codes pour accéder. Et puis des codes différents surtout. Et les codes différents. Donc après, il faut s'en rappeler. Donc c'est ça le problème. Voilà, il faut s'en rappeler. La mémoire. C'est le problème de ma vie. Je vous le dis franchement, c'est un enfer. Il y a des systèmes. Il y a des systèmes sécurisés qui sont générés automatiquement. Avec avec une certaine marque de smartphone. En tout cas, il y a effectivement une façon d'enregistrer le visage et les mots de passe apparaissent. Mais après, on peut tout faire. On peut mettre la serrure la plus efficace, mais si la fenêtre n'est pas renforcée, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'il faut effectivement, c'est sensibiliser sur l'usage de l'Internet, parce que là, ça laisse des traces à vie, et les traces et une réputation. Et quand on devient jeune adolescent, enfin quand on est adolescent et qu'on devient jeune adulte, pour ne serait-ce que rentrer dans une entreprise. Moi, je sais que je fais une enquête par rapport à quand je reçois des étudiants en stage ou quand j'embauche, bien évidemment, je vérifie qu'il n'y ait pas de traces nuisibles pour mon entreprise par rapport à des faits. Donc, du coup, c'est très important aussi d'envisager le futur et un futur serein. C'est parti pour mon défi de trouver un pull de Noël. Et je pense que dans ce magasin, il va y avoir tout ce qu'il faut. D'emblée, je tombe sur plein de modèles. Il y en a pour tous les goûts. Et pas que des pulls de Noël, d'ailleurs. Emmanuel, si votre truc, c'est pas trop les pulls de Noël, il y a tout ce qu'il faut. Je crois que j'ai trouvé les quelques modèles qui me plaisent. On se retrouve en cabine. Allez, c'est parti, j'essaie. Aussitôt dit, aussitôt fait, le premier est là, on va voir ce que ça donne. Pas mal celui-là, j'aime bien. En plus,
Vous avez remarqué qu'il y a un petit air de ressemblance? Bon allez, j'essaye les autres. Alors en voici un autre. Je l'aime bien parce qu'il y a le Père Noël et la petite cloche. J'aime beaucoup. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Bon voilà le dernier. Alors lui il brille donc forcément tout ce qui brille j'aime bien. Vous en pensez quoi? Ça y est, j'ai fini les essayages. Entre-temps, j'ai trouvé ce chapeau. Lui, c'est sûr que je l'embarque. À votre avis, j'ai choisi lequel? C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux. Canal 247 aussi sur les Freebox. SchoolTV.com bien sûr. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard. Au son, c'est Alexis Oustabassidis. À la rédaction, Emma Guessel et Agathe Delannoy. Au make-up, c'est Colline Hamel. Merci à vous tous et on se retrouve demain. Bonne soirée.